Après avoir visité la vallée de Katmandou, voilà la suite du périple, passant par Pokhara, Tansen, Lumbini et Kapilavastu, et la réserve pour finir de Chitwan et ses rhinocéros. À Begnas, de l'autre côté du lac, on peut voir se lever le soleil sur, pour l'instant, un des pics des Annapurna. Vraisemblablement, il s'agit ici de l'Annapurna 1, qui est le premier à être éclairé. Avant de revoir de façon plus nette les Annapurna, voici le Machapuchari, qui est une montagne sacrée qui mesure 7000 mètres. Voilà donc l'Annapurna 1 avec 8100 mètres, gravi pour la première fois par Maurice Herzog. Petite promenade dans la campagne alentour, avec le lac de Bagnas, les travaux des champs, avec ces très beaux paysages de champs en terrasse. Ici, il s'agit de champs de maïs. Comme toujours dans ces régions, les intempéries détruisent rapidement les routes. J'imagine que c'est pour cette raison que le fourrage est toujours surélevé du sol, sur un petit plateau à 1 mètre auprès du sol. Voilà 2 nouveaux amis que j'ai rencontrés sur cette route qui ne mène nulle part. L'un garde sa chèvre et l'autre va vendre sa vache. Voilà une cigarette en échange de ce petit bout de film. Après Pokhara, Nodanda, donc on va passer notre week-end chez les Gurung et on opère un changement de bus. Voilà celui qui va nous emmener chez nos amis les Gurung qui nous attendent avec impatience. Voilà le nouveau chauffeur. Pour couvrir les 35 km de piste de montagne, il ne faudra pas moins de 5 heures d'une piste infernale, chemin muletier, où le car roule au pas en première. Un arrêt sur la route du village de Surubari. Attention derrière toi, il y a quelqu'un. Ouais. N'affolez pas la biquette s'il vous plaît. Photo खिच्दिने अरे तपाईको फोटो खिचेर Pour être la célébrité. Voilà notre vaillant bus qui va nous trimballer pendant 5 heures. On peut juger à la vitesse de défilement du paysage, de la vitesse de notre vaillant destrier. Un carrefour routier important. Jeu de billard népalais, un peu au milieu de la route.
font des abattements pour l'ISF. À l'Ouzbékistan, c'était gérable parce que c'était pas trop loin. Ça allait encore, on n'a pas passé trop de temps. Mais alors là, attends, t'as vu un peu là, faut se taper une journée de route pour réussir à. Et quelle route? L'accueil de nos autres. Namaste. Alors rentrée dans le monastère dès l'arrivée à Souribari. On est donc accueillis par le lama du village qui nous a versé un peu d'eau sacrée dans les mains et qui en a offert une petite offrande pour le temple. Voilà donc les maisons du village. À mon avis, le mec il est mort à la guerre hein, ou un truc comme ça. Voilà, la rue principale de Souribari. Il y a une animation. Voilà, dans le village. Quelques paysans qui en ont quelques kilos. Des feuilles, je sais pas ce que c'est. La maison qu'on va habiter pour un jour et demi. D'autres maisons typiques de cette région avec des briques et la vue sur la campagne environnante. Alors voilà, monsieur et madame et monsieur travaillent à refaire donc la toiture de son écurie. And my new friend, il remet sa casquette. Impeccable. Voilà, il est nickel comme ça. 82 ans, il me tirait dans les escaliers. Pour bien situer l'endroit, le nom du village qui est en face est Rapakot. Et Bouddha nous surveille toujours. Voilà, ça c'est la traite traditionnelle. C'est un peu comme partout ailleurs. Petit matin dans le temple, sous l'œil de Bouddha et d'un Garuda qui le surmonte. Voilà la nouvelle hôtesse, très sympathique star de Souribari. Qui nous dit bonjour, qui est très gentil. La plus sympathique grand-mère des Gurung. Très belle femme. Elle a un très beau collier, très gentil. J'ai récité quelques mantras tout à l'heure avec elle. Ici c'est Madame Gurung, Dominique et Brigitte qui arrosent son jardin. Elle est certainement en train de se coiffer quand elle a été interrompue par la nécessité d'arroser. Petite balade dans la campagne à destination de l'école. On voit la largeur des champs de maïs qui fait 1 mètre. Un petit temple avec les gazelles, la roue de la loi et notre ami Bouddha qui est plus à gauche, à droite.
Voilà une jolie jeune femme qui regarde passer les blancs-becs. Namasté. Tata Annie chez les Gurung. Nous sommes toujours dans Suribari, près de l'école. La route passe par ici. Alors, nous avons donc traversé la route, entendons-nous, qui sépare les deux villages. Le premier village qu'on a vu jusqu'alors est bouddhiste. Ici, nous passons dans un village hindouiste. Et ce sont des Basques qui habitent ce village. Et on y trouve des forgerons, des batteurs de tambour, entre autres. Basques car ils touchent la peau morte des vaches en frappant leur tambour quand ils jouent de la musique. Donc le forgeronne fait des bijoux. Voilà Brigitte et Laurence qui encombrent la rue principale du village. Le commerce est florissant dans le supermarché local. Ici, les maisons sont en torche, en pissé, on va dire. Le petit temple là-bas. Les villages sont séparés, certains sont occupés par des forgerons, d'autres par des gens qui travaillent les peaux, les cuirs. Une idée de la route par laquelle on est arrivé dans ce village et de la route qui nous attend demain. Voilà une gentille petite fille qui m'a accompagné un bout de chemin. Malheureusement, on n'a pas réussi à bien se comprendre. Voilà le bois pour faire le feu et la cuisine. C'est invraisemblable le poids que peuvent porter ces femmes. Scène de la vie du village. Certains montent chercher de l'eau, d'autres descendent avec le bois. Et les femmes demandent à être photographiées, ce que je fais avec plaisir. Méthode quasi néolithique pour faire la farine de riz. Donc je me prépare à prendre des photos pendant que notre hôtesse
nous prépare les vegetables. Et fini le coco de Rachi. Nos hôtesses. Et le phénomène du village, c'était notre hôtesse précisément. Elle a fait ça toute sa vie. Elle était hôtesse dans des clubs. Après Suribari, 1 heure de route à peu près, on s'arrête dans un hameau. Hameau qui est à 5 km de Suribari. On est précédé par un bus local. Qui est content de s'en aller. Voilà, il est parti à fond les ballons. À la vitesse habituelle sur ces pistes. Malheureusement, la brume est continuelle. Et les paysages qui pourraient être magnifiques sont un peu entachés d'un effet hamiltonien. La cabine de pilotage. Non mais c'est vrai que celui-là il est relativement neuf. Après 2h30, nous sommes dans le fond de la vallée. Ces pauvres animaux, enfin quelques verts pâturages. Nous avons récupéré le goudron à Sandia et nous avons pris la route pour Tansen. Sur la route, quelques rizières en terrasse et les paysans font la séparation du grain et de la paille par l'intermédiaire des autobus. C'est pratique ici, il y a beaucoup de passages. Enfin, un bel orage hier, nous sommes à Tansen au petit matin. Et voici un temple Newar qui est dédié au dieu du commerce. Tansen était occupé par les Magyars et comme souvent les Newars sont venus coloniser et ont apporté leur architecture caractéristique. Ici la porte du palais du gouverneur qui date de la même époque, début 20e. Et on voit la porte monumentale, en effet, le gouverneur aimait rentrer avec son éléphant. Ici dans une maison délabrée, des restes de sculptures sur bois d'origine Newar. Ici un temple reconstruit de façon assez récente, où viennent se prélasser les vieux. Le bijoutier en pleine activité. Ici un petit temple dédié à Bouddha, avec des dévots qui l'entourent, avec un beau mandala.
Et au dos du temple, un dorje. Souvenir de ce monsieur qui nous a vendu ces jolis pots de bronze à la cire perdue. C'est la sortie des classes à Tansen avec ces belles maisons néoires. Lequel que t'as pris, toi? Petit temple. Différentes scènes érotiques sont sculptées dans le bois à la base de ces pylônes, avec ici Vishnu ailé. Ce joli temple a également des sculptures érotiques. Tout petit bronze de Balkrishna, c'est-à-dire Krishna bébé. Je rappelle que ces scènes érotiques sont destinées à protéger de la foudre, la déesse foudre étant vierge et craint ces temples qui sont donc protégés par ces scènes érotiques. Un relais routier comme je les affectionne, avec ces beaux bus Tata chargés comme des mules. Un dernier coup de klaxon, tout le monde est remonté à bord. Direction de Tansen. Sur la route, un petit temple près duquel se déroule un mariage. On voit que la mariée est ravie. Monsieur turban rouge et le papa de la mariée. On lui verse une eau sans doute sacrée pour faire marcher l'imagination. Ce sont les témoins. Voilà les témoins de la mariée, du marié, je ne sais pas, il y a 20 ans je crois. भारत वर्षे भरतखण्डे बहुलचङ्कनं एकीमानं परशुराम कर्मिणं संस्कृतिं कालपर्यन्तं कर्मानुकपर्म सायुज्य प्रात्यार्थं कुरुक्षेत्रादिवत भूमध्यरेखायां पश्चिमदिभागे कुलमेरुत दक्षिणभागे विन्ध्याचल दक्षिणस्य मन्दादिनी शाखा बालसेनां ध्याइनं कर्णबहादुर भन्नु होइन
Voilà, les deux époux pratiquaient une circumambulation. Ils s'approchent des offrandes qui ont été faites à Brahma, semble-t-il. Très jolie jeune femme avec son petit enfant qui se laisse photographier à souhait comme une star. Changement radical, nous sommes arrivés dans le Terrail après 120 km plein sud depuis Pokhara environ. Grande plaine indo-gangétique. Nous sommes à Lumbini, lieu de naissance de Bouddha. Donc ici quelques restes de monastères pour lesquels il faut avoir un peu d'imagination, qui daterait du 3e après Jésus-Christ. En effet, en dessous, on retrouverait des briques crues qui dateraient, elles, du 3e avant Jésus-Christ, donc de l'époque d'Ashoka. Ce beau pipal, dont l'origine serait une graine du pipal sous lequel Bouddha a eu l'illumination à Bodh Gaya en Inde. Donc on peut voir ici, près du pipal, que les Tibétains ont investi les lieux. Bouddha serait donc né à une quarantaine de kilomètres de chez lui. Sa mère Maya aurait accouché, debout, appuyé contre un arbre, comme on le voit souvent représenté lors de sa naissance. Entre Lumbini et Kapilavastu, c'est la plaine du Gange. On est tout à fait dans l'Inde que l'on connaît. L'Inde rurale avec toutes ses activités. Kapilavastu est le siège où résidait son père, qui était Kshatriya, et il régnait sur cette région. En fait, ce que l'on peut distinguer encore à cet endroit sont vraisemblablement les restes d'anciens monastères construits très postérieurement, au 5e siècle. Ici, il s'agit d'un rite animiste et on y vient pour faire des vœux. Et quand un vœu est exaucé, on peut apporter un éléphant supplémentaire à la liste. À l'intérieur du temple, une dame vient y faire ses prières à la déesse Terre, mère des saisons. Voilà donc la déesse mère qui garde l'entrée de son temple. Voilà le moine bouddhiste qui garde ici ce rite. Voilà le moine bouddhiste qui garde ici ce rite, d'où Shiva n'est bien sûr pas exclu. Ici des préparatifs d'offrande
avec des fleurs et de la bouse de vache bien séchée déjà. Voilà, dans le village de Kapilavastou, une belle jeune fille qui se prête à la vidéo. À cet endroit, l'entrée dans la réserve de Chitwan se fait par bateau. Quel soulagement! On ferait des jeunes peuples, Jean-Jacques, pour aller voyager où on veut. Pas une espèce de marée, mais presque un courant qui va amener les poissons à Ah oui, d'accord, ouais. fermer. On va te défiler. Puis après, ils vont ramasser. Il y a vraiment peu d'eau. Incroyable comme c'est sec. Le lodge est construit au bord d'un bras de rivière. Que voici. Tata Annie est embarquée. Voilà le premier. Il s'en va. La réserve de Chitwan est une des plus importantes d'Asie. Elle est réputée pour ses rhinocéros à une corne et pour ce qui reste des tigres. Il en reste environ une centaine, mais ils ont été énormément chassés par les rois au 19 et au 20e siècle.
le repos des chasseurs. De la réserve, on visite un village Tarou. C'est une population qui, dit-on, viendrait du désert du Tar, avec des maisons dont on voit le toit de paille, et les murs sont en paille de riz, sur laquelle on met de la terre. Voilà, donc les animaux vivent au milieu des maisons. Il fallait passer par le poulailler il y a quelques instants pour aller dans la cuisine. C'est assez bizarre. Arrêt pour un petit thé masala sur la route. Voilà la dame qui confectionne le breuvage et la dame qui nettoie les verres dans le caniveau. Oh là là, celui-là il est bourré ou je sais pas. Mais... Ce matin, destination l'Everest. Ici je pense que il s'agit du Gauri Shankar. C'est là-bas que c'est le temps. Chemin d'accès pour le Swayambunat. J'avoue on n'est pas passé par là pour y accéder, mais pour en repartir, c'est pas mal. Swayambunat, de la vallée de Katmandou, qui était un immense lac. Après un coup d'épée permettant la vidange du lac, serait né un lotus qui est Swayambunat. Ici sont vénérés le Bouddha qui est ici, Ganesh, Avalokiteshvara ou un des équivalents Bodhisattva. Tout autour de multiples représentations de dieux, dieux du commerce, Tara blanche, Tara verte, le dieu du commerce Newar, que l'on retrouve dans le Mahabharata. Cet endroit est bien sûr sous la surveillance de ses gardiens. Multiples rouleaux à prière, qui sont un peu plus nombreux que ne voudrait le chiffre
habituel de 108. Multiples petits C'est shorten. de voir s'il y en a un qui est protection, parce que c'est ce que j'ai pris à Marine pour lui montrer. C'est celui qui est comme ça. Avec différentes Regarde si t'en vois un. moudras. Je vais pas les embêter parce que je connais pas trop bien la réaction. Il a les oreilles pointues lui. Hein. Il a dû se faire tirer les oreilles à l'école. Comme on peut le constater au nombre de drapeaux, le site est particulièrement vénéré par les Tibétains. Des tsatsa. Et en fait, bon, c'est fait dans des petits moules, c'est de la terre, c'est cru. Et quand quelqu'un décède, on prépare un mélange de terre dans laquelle on ajoute une partie des cendres de la crémation. Après, on met ça dans un moule. Ensuite, à l'intérieur, on enfonce 3 grains d'orge, souvent, et on referme, on fait sécher, et on dépose ça à un endroit, soit que la personne aimait beaucoup, ou soit qui a un rapport avec certaines pensées de sa vie. Et on les laisse là. Non, non, c'est pas l'urne, parce que ces cendres ne sont pas là. Hein. Ah non, il y a un mélange de cendres là-dedans, un petit peu. Le shorten principal de Swayambunat, avec ici les différentes marches qui permettent de monter au Nirvana, qui sont de forme ronde et non pas carrées comme à Bodhnath. Voilà Manjushri, avec sa longue épée et son livre dans la main gauche. Une représentation de l'impermanence. On aurait pu appeler ça la fuite du temps, mais ici c'est l'impermanence. Ici la statue principale de Sakyamuni Bouddha, le Bouddha du présent, tel qu'il aurait été emmené par une princesse népalaise vers le Tibet, qui est devenu secondairement bouddhiste après le Népal. Ainsi, les cérémonies sont continuelles. Du riz, des poudres, des fleurs, des bougies. Pour notre dernière journée à Katmandou, nous sommes allés à Pharping, à peu de distance, pour assister au sacrifice de Dakshan Kali, qui est un temple hindouiste dédié à Kali, où l'on a pu assister à des sacrifices d'animaux, quelque chose d'assez violent. J'ai fait un film sur cette cérémonie que j'ai mis sur YouTube, que j'ai isolé des autres voyages au Népal. À la suite de cette visite assez violente, nous sommes allés, toujours à Pharping, visiter une grotte bouddhiste, la grotte d'Asura. Avec ici le bouddhisme tibétain, on voit ici au sol des tsatsa, comme on en a vu hier à Swayambunat. Une statue de Padmasambhava et la trace de sa main sur le rocher à l'entrée de la grotte. Au-dessus des monastères, on domine la vallée de Pharping
Donc on a négocié, Christine et moi, un accrochage de drapeau de prière qui sera placé au mieux pour leur réalisation. C'est moins sanglant que les vœux que l'on peut formuler auprès de Kali. Voilà, Christine participe à l'accrochage. Voilà, notre voyage au Népal s'achève sur ces prières tantriques. J'ai également fait un film spécifique à la vallée de Katmandou que l'on retrouve également sur YouTube.